Livrée en guise de châtiment à l'homme le plus redouté de la région, Joséphine s'attendait à trouver la cruauté, mais derrière les grilles du domaine de Roche-Haute, ce qui l'attendait était quelque chose que sa belle-mère ne pourrait jamais détruire, un amour capable de guérir toutes les blessures. Le vent coupait les champs de blanches collines comme une lame invisible en cette matinée d'automne. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les chemins de terre battue, formant de petits tourbillons qui semblaient danser entre les vieilles clôtures de bois, comme si la nature elle-même pressentait que quelque chose de terrible allait se produire. Le ciel, chargé de nuages épais, avait la couleur du plomb fondu, et le soleil, qui s'obstinait à se cacher, ne jetait qu'une lueur pâle sur le village, comme s'il avait honte d'éclairer ce qui était sur le point d'être accompli. Joséphine marchait pieds nus sur la route. Ses pieds, déjà endurcis par la vie rude qu'elle menait depuis la mort de son père, sentaient chaque pierre, chaque branche sèche, chaque grain de sable rugueux du chemin. Mais la douleur à ses pieds était la moindre de ses peines. Ce qui brûlait vraiment était à l'intérieur de sa poitrine. Une brûlure silencieuse, profonde, qu'aucune larme ne parvenait à soulager. Devant elle, Madame Emrance suivait, montée dans la charrette, avec la posture droite de celle qui se croyait la maîtresse du monde. Elle avait les lèvres fines, serrées en une ligne dure, les yeux plissés contre le vent, et, dans ses mains gantées, elle tenait les rênes avec une fermeté qui révélait plus de plaisir que de nécessité. À ses côtés, le régisseur Ruffin conduisait le cheval en silence, évitant de regarder en arrière, comme si sa conscience pesait trop lourd pour supporter le reflet de cette scène. Joséphine trébucha sur une racine qui sortait de terre et tomba à genoux. La corde qui liait ses poignets se tendit, éraflant sa peau déjà marquée, et elle se mordit la lèvre pour ne pas crier. Elle ne donnerait pas ce plaisir à sa belle-mère. Elle ne pleurerait pas. Elle n'implorerait pas. Plus maintenant. « Lève-toi », ordonna Madame Emrance sans se retourner. Sa voix était froide comme une pierre de rivière. « Si tu veux arriver vivante au domaine de Roche-Haute, tu ferais mieux d'utiliser tes jambes pour marcher, pas pour te traîner comme une bête. » Joséphine se releva lentement. Elle avait les genoux sales de terre et les paumes des mains écorchées, mais elle releva le menton et continua de marcher. Chaque pas était un acte de résistance, chaque respiration, une preuve qu'elle était encore en vie. Il en avait été ainsi depuis la mort de son père. Thomas était un homme simple, propriétaire du Clos des Chênes, un modeste lopin de terre situé aux abords de Blanche-Colline. Travailleur honnête, aux mains calleuses et au cœur tendre, il avait élevé Joséphine seule après que la mère de la fillette eût quitté ce monde, alors qu'elle était encore trop petite pour garder le moindre souvenir du visage maternel. Thomas était tout pour Joséphine, père, mère, ami, protecteur. Et quand il se remaria, Joséphine fit tout pour accepter la présence de cette femme dans sa maison. Madame Emrance arriva au Clos des Chênes, avec un sourire mielleux sur les lèvres et des paroles doucereuses au bout de la langue. Elle apportait avec elle une malle de vêtements et une ambition qui ne tenait dans aucun meuble. Veuve d'un commerçant ruiné d'un village voisin, elle vit en Thomas non pas un mari, mais une opportunité. Le domaine n'était pas grand, mais il était productif. La terre donnait des fruits. Le bétail était en bonne santé, et Thomas, dans sa bonté naïve, crut avoir trouvé une compagne pour les jours qui lui restaient. Joséphine perçut la vérité avant quiconque au village. Elle l'aperçut dans les regards calculateurs qu'Emrance jetait sur les titres de propriété. Elle l'aperçut dans la façon dont elle traitait les employés avec rudesse lorsque Thomas n'était pas là. Elle l'aperçut dans la manière dont sa belle-mère évitait tout geste de tendresse sincère, comme si l'affection était une monnaie qu'elle ne pouvait se permettre de gaspiller. Mais Thomas ne voyait rien. Le cœur solitaire d'un homme bon est un terreau fertile pour qui sait y semer des illusions. Et Emrance en sema tant que lorsque la vérité germa, il était déjà trop tard. La mort de Thomas arriva comme une tempête que personne n'attendait. Une fièvre qui commença un matin ordinaire et qui, en quelques jours, emporta l'homme le plus fort que Joséphine ait connu. Elle resta à ses côtés jusqu'à son dernier souffle.
tenant sa main rugueuse, écoutant sa respiration faiblir jusqu'à devenir silence. Et dans ce silence, Joséphine comprit qu'elle était seule au monde. L'enterrement eut lieu par un après-midi gris, avec peu de gens autour de la fosse ouverte, derrière la petite chapelle du village. Le père Vincent récita les paroles sacrées d'une voix étranglée, car il connaissait Thomas depuis sa jeunesse et savait que Blanche Colline perdait l'un de ses hommes les plus intègres. Joséphine resta immobile pendant toute la cérémonie, les yeux secs, non pas parce qu'elle ne ressentait pas de douleur, mais parce que la douleur était si grande que les larmes ne suffisaient tout simplement pas à l'exprimer. Ce fut le soir même, alors que la terre était encore fraîche sur le cercueil de son père, qu'Emerance révéla son vrai visage. Assise dans le fauteuil à bascule qui avait appartenu à Thomas, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle informa Joséphine que le domaine était désormais à elle, que les titres de propriété modifiés quelques semaines avant la mort de Thomas lui garantissaient la pleine possession des lieux, et que Joséphine, à partir de ce moment, n'était plus qu'une invitée indésirable. « Ton père était un homme faible », dit Emerance ce soir-là d'une voix basse et venimeuse. Trop faible pour voir ce qui était juste sous ses yeux, trop faible pour protéger ce qui était à lui, et tu as hérité de cette faiblesse. Joséphine endura. Elle endura les humiliations quotidiennes, les travaux forcés, les repas misérables, la chambre qui fut réduite à un coin dans le débarras. Elle endura parce qu'elle n'avait nulle part où aller, parce que Blanche Colline était un petit village où tout le monde savait tout, mais personne ne faisait rien. Les voisines chuchotaient, le curé se lamentait, mais personne ne lui tendait la main avec assez de force pour la tirer de cet abîme. Puis vint la sentence finale. Emerance, qui devait de l'argent au baron Léonce de Roche-Haute, trouva une manière cruelle et calculée de régler sa dette. Un matin où le soleil semblait avoir honte de se lever, elle réveilla Joséphine avant l'aube, lui ordonna de s'habiller avec les vêtements les plus simples qu'elle possédait, lui lia les poignets avec la même corde que l'on utilisait pour attacher les bêtes de l'étable, et annonça avec la froideur de celle qui expédie une marchandise. « Tu vas payer ce que je dois au baron. C'est la seule chose utile que tu puisses faire dans cette vie. » Joséphine ne comprit pas tout de suite. Elle pensa qu'elle serait envoyée travailler au domaine pour quelques jours, peut-être quelques semaines. Mais quand elle vit la charrette chargée de ses quelques affaires, sa robe du dimanche, le foulard brodé par sa mère, la Bible de son père, elle comprit que ce voyage était sans retour. Emerance ne prêtait pas sa belle-fille, elle s'en débarrassait, et maintenant elle était là, marchant sur le chemin de terre qui menait au domaine de Roche-Haute, les mains liées et le cœur brisé. Au loin, entre les collines verdoyantes et les champs qui s'étendaient à perte de vue, la silhouette du manoir commença à apparaître. C'était une construction imposante, aux murs épais et aux toits élevés, entourée de jardins qui, même de loin, semblaient bien entretenus. Il y avait un portail en fer forgé à l'entrée, flanqué de 2 colonnes de pierre, et derrière lui, une allée d'arbres centenaires dont les cimes formaient un tunnel naturel qui filtrait la lumière du jour en nuances dorées et vertes. Joséphine sentit son cœur se serrer. Tout le monde à Blanche Colline connaissait la réputation du baron Léonce. On disait que c'était un homme sombre, de peu de mots et au regard lourd. On disait que depuis la mort de sa femme, Isabelle, survenue quelques années plus tôt, il s'était enfermé dans ce manoir comme on s'enferme dans une tombe de son vivant. On disait qu'il maltraitait ses employés, qu'il ne recevait pas de visites, que sa petite fille, Mariette, vivait pratiquement abandonnée aux soins des domestiques. On disait beaucoup de choses, et Joséphine, à ce moment-là, les croyait toutes. La charrette s'arrêta devant le portail. Ruffing descendit et tira la corde d'un geste brusque, forçant Joséphine à descendre également. Elle chancela, mais ne tomba pas. Elle ne tomberait pas. Pas là, pas devant cette femme. Madame Emerance descendit de la charrette avec l'élégance fabriquée de celle qui a répété chaque mouvement. Elle ajusta ses gants, lissa sa jupe et se dirigea vers le portail comme on entre dans une salle de bal. Elle tira la chaîne de la cloche qui pendait à côté de la colonne, et le son métallique résonna dans le jardin comme un appel funèbre. Quelques minutes passèrent.
Le vent soufflait entre les arbres, faisant murmurer aux feuilles des mots que Joséphine ne parvenait pas à déchiffrer. Puis, la porte principale du manoir s'ouvrit et une silhouette apparut sur le seuil. C'était une femme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants attachés en un chignon serré et portant un tablier blanc immaculé sur sa robe sombre. Son visage était marqué par le temps et le travail, mais ses yeux portaient une bonté qui semblait vouloir s'échapper de derrière son expression sérieuse. Elle s'appelait Rosalie et était la gouvernante du domaine de Roche-Haute depuis plus longtemps que quiconque pouvait s'en souvenir. « Madame Emerance », dit Rosalie avec un signe de tête courtois, mais sans aucune chaleur. « Monsieur le baron vous attend dans son bureau. »« Parfait, » répondit la belle-mère en poussant Joséphine devant elle. « Je vous amène ce qui vous a été promis. » Rosalie regarda Joséphine, regarda les cordes à ses poignets, regarda ses pieds nus, ses genoux sales, ses yeux qui brillaient non de larmes, mais d'une dignité blessée qui refusait de mourir. Et quelque chose changea sur son visage, une ombre de compassion, rapide comme un éclair, qui apparut et disparut avant qu'Emerance ne puisse le remarquer. « Non, par ici, dit Rosalie, et elle les conduisit toutes les deux par le chemin de pierre qui menait à l'entrée principale. L'intérieur du manoir était sombre et imposant. Les murs étaient lambrissés de bois sombre, les meubles étaient lourds et anciens, et des peintures à l'huile accrochées aux murs représentaient des paysages et des visages sévères d'ancêtres. Le plancher de larges lattes grinçait sous leurs pas, et une odeur de cire et de lavande flottait dans l'air comme une présence invisible. Dans chaque coin, il y avait des signes d'une richesse ancienne qui commençaient à montrer les premiers signes de mélancolie. Un rideau délavé ici, un vase de fleurs fanées là, une fine couche de poussière sur une horloge qui ne marquait plus les heures. Rosalie s'arrêta devant une double porte en chêne et frappa 2 fois. Une voix grave répondit de l'intérieur « Entrez !» La porte s'ouvrit et Joséphine vit pour la première fois l'homme que tout Blanche-Colline craignait. Le baron Léonce se tenait près de la fenêtre, le dos tourné à l'entrée, regardant les champs qui s'étendaient au-delà du jardin. C'était un homme grand, aux épaules larges et à la posture droite, avec des cheveux sombres déjà parsemés de fils d'argent aux tempes. Il portait une chemise de lin blanc aux manches retroussées jusqu'au coude et un pantalon de tissu épais, comme quelqu'un qui ne se souciait pas des apparences dans sa propre maison. Quand il se retourna, Joséphine vit son visage, des traits fermes, une mâchoire marquée et des yeux profonds qui portaient le poids de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Ce n'était pas de la colère, ni de la cruauté, c'était quelque chose qui ressemblait plus à de la lassitude de celui qui porte une douleur qui ne tient pas en mots. « Madame Emerance », dit-il, et sa voix était grave, comme un tonnerre lointain. « Je vois que vous avez apporté ce que vous aviez promis. »« Conformément à notre accord, » répondit la belle-mère avec un sourire satisfait. « Elle est forte, sait travailler et ne cause pas de problème. Considérez ma dette comme réglée. » Le baron regarda Joséphine. Ce fut un regard long, mesuré, qui parcourut son visage comme on lit une page difficile d'un livre ancien. Joséphine soutint le regard, ne baissa pas les yeux, ne trembla pas, ne se courba pas. Et dans ce croisement de regards, quelque chose se produisit qu'aucun des deux n'attendait, quelque chose de silencieux et d'invisible, comme la première goutte de pluie avant l'orage. « Détachez-la », dit le baron. Sa voix n'admettait aucune discussion. Ruffin se hâta de défaire les cordes. Quand les nœuds se défirent, Joséphine sentit le sang recommencer à circuler dans ses poignets, et avec lui une douleur aiguë qui la fit serrer les poings. Mais elle ne se plaignit pas, se contentant de se frotter les poignets en silence et d'attendre. « Vous pouvez partir, dit le baron à Emerance, votre dette est payée. » La belle-mère n'eut pas besoin de l'entendre 2 fois. Elle se retourna sans regarder Joséphine, sans un mot d'adieu, sans un geste qui rappela que cette jeune femme avait un jour été la fille de son mari. Elle sortit par la porte comme on se débarrasse d'un objet sans valeur, et ses pas résonnèrent dans le couloir jusqu'à disparaître en même temps que le son de la charrette qui s'éloignait. Joséphine resta là,
debout au milieu de ce bureau sombre, face à un homme que le monde entier disait cruel. Le silence entre eux était dense, lourd, chargé de choses qui n'avaient pas encore de nom. C'est alors qu'une porte latérale s'ouvrit avec un léger grincement, et qu'une petite fille apparut. Elle était menue, avec des cheveux en désordre, et une robe qui semblait trop grande pour son corps frêle. Elle tenait une poupée de chiffon à 2 mains, la serrant contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ses yeux immenses et curieux regardèrent Joséphine, avec un mélange de peur et d'espoir qui fit se serrer le cœur de la jeune femme d'une manière qu'elle n'attendait pas. « Papa » murmura la fillette en se cachant derrière la jambe du baron. « Qui est-ce » Le baron regarda sa fille, et pour la première fois, quelque chose sur son visage changea. La dureté s'adoucit. La lassitude laissa place à une tendresse fragile, comme une bougie allumée au milieu d'une tempête. Il posa la main sur la tête de la fillette et dit d'une voix que Joséphine ne se serait jamais attendue à entendre d'un homme comme lui. « C'est quelqu'un qui va rester avec nous, Mariette. Sois gentille avec elle. » Joséphine regarda la fillette. Mariette regarda Joséphine, et dans ce regard silencieux et pur, comme seuls les enfants savent le faire, naquit quelque chose qu'aucune corde ne pourrait lier, et qu'aucune belle-mère ne pourrait détruire. Dehors, le vent continuait de souffler sur les champs de blanches collines, emportant avec lui les feuilles mortes de l'automne. Mais à l'intérieur de ce manoir, à l'intérieur de ce bureau sombre, quelque chose de nouveau avait commencé. Joséphine ne le savait pas encore, mais en franchissant les grilles du domaine de Roche-Haute, elle n'était pas seulement entrée dans une maison, elle était entrée dans le lieu où sa vie allait enfin commencer. Les premiers jours de Joséphine au domaine de Roche-Haute passèrent comme des ombres, traînant sur le sol d'un long couloir. Elle se déplaçait en silence dans la maison, apprenant ses recoins, ses escaliers grinçants, ses pièces qui semblaient abriter plus de tristesse que de meubles. Rosalie lui avait donné une petite chambre au fond du manoir, près de la cuisine. Une pièce simple, avec un lit en fer, un tabouret en bois et une fenêtre étroite donnant sur le verger. C'était plus que ce que Joséphine avait eu au Clos des Chênes ces derniers temps. Et elle remercia en silence, comme quelqu'un qui a appris que la gratitude se démontre par des gestes, non par des mots. Le baron Léonce n'apparaissait presque pas. Joséphine l'apercevait furtivement le matin, quand il traversait le couloir en direction de son bureau, ou l'après-midi, quand il montait à cheval et disparaissait dans les champs, sans dire à personne où il allait ni quand il reviendrait. Il y avait en lui une solitude qui semblait antérieure à tout, antérieure à la mort de sa femme, antérieure au domaine, antérieure au titre qu'il portait. C'était comme si le baron était né avec un vide dans la poitrine qu'aucune conquête, aucune terre, aucune richesse n'avait réussi à combler. Joséphine n'essaya pas de s'approcher. Elle savait que sa présence ici était le fruit d'une transaction, non d'une invitation. Elle savait qu'aux yeux du monde, et peut-être aux siens, elle n'était qu'une dette réglée, et c'est pourquoi elle se consacra à ce qu'elle savait faire, travailler. Elle se levait avant le soleil, aidait Rosalie à la cuisine, nettoyait les pièces, s'occupait du verger, lavait le linge dans le lavoir en pierre derrière la maison. Elle travaillait avec une détermination silencieuse qui impressionnait même les plus anciens employés du domaine. Mais c'est avec Mariette que sa vie commença à reprendre des couleurs. La fillette était comme un oisillon effarouché qui s'habitue peu à peu à une main tendue. Les premiers jours, Mariette se contentait d'observer Joséphine de loin, l'épiant derrière les portes, se cachant derrière les rideaux quand elle était repérée. Elle avait les grands yeux attentifs de celle qui a appris à observer le monde en silence, parce que le monde autour d'elle avait rarement la patience de l'écouter. Ce fut par un après-midi pluvieux que la distance entre elles se dissipa. Joséphine était dans la cuisine, en train de préparer un gâteau à la semoule, une recette qu'elle avait apprise de son père, l'un des rares souvenirs qu'elle gardait avec assez de tendresse pour le transformer en geste. L'odeur de la pâte cuisant dans le four à bois se répandit dans la maison comme une étreinte invisible. Et c'est cette odeur qui attira Mariette jusqu'à la porte de la cuisine, sa poupée de chiffon pendant à la main et les yeux brillants de curiosité. « Tu sais faire des gâteaux »
demanda la fillette d'une voix si basse qu'elle se perdit presque dans le crépitement du feu. Joséphine sourit et réalisa avec un pincement au cœur que cela faisait très longtemps qu'elle n'avait pas vraiment souri. « Oui, je sais, » répondit-elle. « Tu veux m'aider ?» Mariette hésita un instant, regardant derrière elle comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un l'en empêche, mais personne n'apparut. Alors, lentement, elle entra dans la cuisine et s'assit sur le tabouret à côté du four, serrant sa poupée d'une main, tout en tendant l'autre pour toucher le saladier de pâtes. À partir de cet après-midi, Mariette ne quitta plus Joséphine. Elle la suivait dans le verger, l'aidait à étendre le linge, s'asseyait à ses côtés pendant qu'elle cousait et, tous les soirs, demandait à Joséphine de lui raconter une histoire avant de dormir. Joséphine inventait des histoires de princesses courageuses, vivant dans des forêts enchantées, de chevaux qui parlaient et d'étoiles qui gardèrent des secrets. Et Mariette écoutait les yeux écarquillés, comme si chaque mot était un cadeau qu'elle n'avait jamais reçu. Rosalie observait tout cela avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Un soir, alors qu'elles lavaient la vaisselle ensemble dans la cuisine, la gouvernante parla pour la première fois de ce que personne au domaine n'osait mentionner. « Madame Isabelle est morte il y a quelques années », dit Rosalie d'une voix basse et prudente, comme si elle déterrait quelque chose de fragile. C'était une fièvre qui a duré des semaines. Le baron est resté à ses côtés jour et nuit, sans manger, sans dormir. Quand elle est partie, quelque chose en lui s'est éteint. Il n'a plus jamais été le même. Joséphine écouta en silence, les mains plongées dans l'eau tiède de la bassine. Mariette était très petite quand elle a perdu sa mère, continua Rosalie. Elle n'a presque aucun souvenir d'elle, et le baron, il aime sa fille, mais il ne sait pas le montrer. La douleur l'a transformé en un homme de peu de mots. Parfois, je pense qu'il a peur d'aimer trop, comme si tout ce qu'il aime était destiné à lui être enlevé. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Joséphine. Rosalie la regarda avec ses yeux qui avaient vu tant de printemps et tant d'hiver dans cette maison. « Parce que cette petite sourit plus en une semaine qu'elle n'a souri ces dernières années. Et ça, ma fille, ce n'est pas peu de choses dans cette maison. » Joséphine sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle ne répondit pas. Elle continua simplement à laver la vaisselle, mais ses mains tremblaient légèrement, non de froid, mais de l'émotion de savoir que, même sans le vouloir, elle faisait une différence dans la vie de quelqu'un. Les jours passèrent, et avec eux, la routine du domaine absorba Joséphine, comme la terre absorbe la pluie. Elle fit la connaissance des autres employés, le vieux Thibaut, qui s'occupait des chevaux et parlait plus aux animaux qu'aux gens, la jeune Carmel, qui aidait à la buanderie et fredonnait des chansons tristes en tordant les draps, et le silencieux Étienne, qui gérait les terres et rendait des comptes au baron tous les vendredis avec la solennité de celui qui récite une prière. Ce fut Étienne qui, sans le vouloir, sema la première graine de doute dans l'esprit de Joséphine. Un après-midi où elle apportait du thé au bureau, elle entendit le régisseur parler avec le baron derrière la porte entr'ouverte. Elle n'avait pas l'intention d'écouter, mais les mots lui parvinrent avant qu'elle ne puisse s'éloigner. La dette de Madame Emrance était de 400 francs, dit Étienne de sa voix monotone de chiffres et de comptes. Une somme que monsieur aurait pu recouvrer d'autres manières. Il n'était pas nécessaire d'accepter la jeune fille. Il y eut un long silence. Puis, la voix du baron, plus grave que Joséphine ne l'avait jamais entendue. « Je sais ce qui était nécessaire ou non, Étienne, et je sais ce que j'ai fait. Pardonnez-moi, monsieur, mais les gens parlent. Au village, on dit que monsieur en a acheté une... » « Les gens de Blanche-Colline peuvent dire ce qu'ils veulent, » l'interrompit le baron avec une froideur tranchante. Cette femme allait détruire la jeune fille. N'importe qui avec des yeux pour voir le pouvait. Si je ne la sortais pas de là, qui l'aurait fait? Le curé avec ses prières? Les voisines avec leur commérage? Joséphine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle recula lentement, le plateau tremblant dans ses mains, et s'appuya contre le mur du couloir, essayant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Le baron ne l'avait pas accepté comme paiement d'une dette. Il l'avait sauvée. Il avait accepté la proposition d'Emrance, non pas parce qu'il avait besoin d'argent ou d'une servante, mais parce qu'il savait ce qui lui arriverait si elle restait.
Cette révélation changea quelque chose en Joséphine, non pas de manière soudaine comme une porte qui s'ouvre, mais lentement, comme l'aube qui éclaircit le ciel avant que l'on ne se rende compte que la nuit est finie. Cette même semaine, quelque chose d'inattendu se produisit. Joséphine était dans le verger en train de cueillir des oranges quand elle entendit un bruit de sabots sur la route. Une calèche élégante, tirée par 2 chevaux aux poils lustrés, s'arrêta devant le portail du domaine. En descendit une femme grande, vêtue de riches habits qui détonnaient complètement avec l'environnement rural. Elle avait le port de celle qui est habituée à être obéie et le regard de celle qui évalue tout autour d'elle, comme si elle calculait le prix de chaque chose. Rosalie se précipita pour l'accueillir, et Joséphine remarqua que la gouvernante pâlit en voyant la visiteuse. « Madame Laetitia » murmura Rosalie, avec une révérence qui semblait plus de la peur que du respect. La femme entra dans le manoir sans attendre d'invitation, et quelques minutes plus tard, des voix altérées résonnèrent depuis le bureau du baron. Joséphine, qui passait dans le couloir avec Mariette, s'arrêta en entendant le ton de la discussion. « Tu ne peux pas continuer comme ça, Léonce », disait la voix de la femme, acérée comme un rasoir, enfermée dans ce domaine, entourée de domestiques, avec une enfant qui a besoin d'une vraie mère. Et maintenant, on me dit que tu as fait venir une inconnue pour vivre sous ton toit. Que vont penser les gens? Je me moque de ce que les gens pensent, Laetitia. Tu devrais. Je suis ta belle-sœur. Je suis la sœur d'Isabelle et j'ai autant de droits sur cette famille que toi. C'est peut-être parce que je me soucie encore des apparences que cette maison tient encore debout. » Mariette serra la main de Joséphine avec force, et quand la jeune femme baissa les yeux, elle vit que la fillette tremblait. Dans les yeux de Mariette, il y avait une peur qui ne correspondait pas à son jeune âge, une peur ancienne, de celle qui a déjà été blessée par cette voix auparavant. « Je ne l'aime pas » murmura Mariette. « Elle veut m'emmener. » Joséphine sentit une vague de protection si forte qu'elle faillit la renverser. Elle s'agenouilla devant la fillette, prit ses petites mains tremblantes et dit avec une fermeté qui la surprit elle-même: « Personne ne t'emmènera nulle part, Mariette. Je te le promets. » C'était une promesse dangereuse. Joséphine savait qu'elle n'avait aucun pouvoir, aucun nom, rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et la force qu'elle portait en elle. Mais, à ce moment, en regardant dans les yeux effrayés de cette fillette, qui était devenue la chose la plus importante de sa vie, elle sut qu'elle tiendrait cette promesse, quoi qu'il en coûte. Madame Laetitia partit le même après-midi, mais sa visite laissa des traces qui ne s'effaceraient pas facilement. Le baron resta enfermé dans son bureau jusqu'au soir, et quand il en sortit, ses pas étaient plus lourds que d'habitude. Joséphine le vit traverser le couloir en direction de la chambre de Mariette, où la fillette dormait déjà. Il s'arrêta à la porte, regarda sa fille endormie un long moment, puis fit quelque chose que Joséphine ne l'avait jamais vu faire. Il posa la main sur les cheveux de la fillette avec une délicatesse qui semblait douloureuse, comme si le simple fait de montrer de l'affection était une blessure qu'il ne savait pas encore comment guérir. Puis en se retournant pour sortir, ses yeux rencontrèrent ceux de Joséphine, qui se tenait au fond du couloir, immobile, ne sachant si elle devait être là ou non. Pendant un instant qui parut durer une éternité, ils se regardèrent dans l'obscurité. Et dans ce regard, Joséphine vit quelque chose qui l'effraya plus que n'importe quelle menace de Madame Laetitia, plus que n'importe quelle cruauté d'Emerance, plus que n'importe quelle peur qu'elle ait jamais ressentie dans sa vie. Elle vit de la gratitude, du respect, et elle vit, caché dans les profondeurs de ses yeux fatigués, le début tremblant de quelque chose qu'aucun des deux n'avait le courage de nommer. Le baron détourna le regard le premier, se retourna et se dirigea vers sa chambre, fermant la porte sans un mot. Et Joséphine resta là, dans le couloir sombre, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout le domaine pouvait l'entendre. Cette nuit-là, allongée dans son lit étroit, écoutant le vent souffler entre les arbres du verger, Joséphine pensa à son père, à Thomas, et à la façon dont il disait que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Elle pensa à la façon dont elle avait été arrachée à tout ce qu'elle connaissait, ligotée, humiliée, livrée comme une marchandise, et comment, malgré tout cela,
Elle avait trouvé dans ce domaine sombre quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un endroit où quelqu'un avait besoin d'elle. Mais la paix était fragile. Joséphine savait que Madame Laetitia n'abandonnerait pas. Elle savait que la belle-sœur du baron avait des projets pour cette famille, des projets qui n'incluaient pas une jeune femme sans nom et sans bien. Et elle savait, avec une certitude qui lui glaçait le sang, que la véritable bataille n'avait même pas encore commencé. Dehors, la lune apparut entre les nuages, illuminant les champs de blanches collines d'une lumière argentée et froide. Quelque part, au clos des chênes, Madame Emrance dormait tranquillement, convaincue de s'être débarrassée d'un problème. Elle n'imaginait pas que la jeune fille qu'elle avait livrée comme un déchet était sur le point de devenir la personne la plus importante de ce domaine. Les semaines qui suivirent la visite de Madame Laetitia apportèrent au domaine de Roche-Haute un calme trompeur, de ceux qui précèdent les pires tempêtes. L'automne cédait la place à l'hiver, et les champs autour de Blanche Colline prenaient des teintes de gris et d'ocre, comme si tout le paysage se préparait à supporter le froid à venir. Les matinées naissaient couvertes d'une brume basse qui se traînait entre les collines, enveloppant le manoir d'une sorte d'étreinte humide qui faisait mal aux os et pesait les souvenirs plus que d'habitude. Joséphine avait trouvé son rythme dans cette maison. Elle se levait avant tout le monde, allumait le feu dans le poêle à bois, préparait le café avec le soin de celle qui transforme chaque geste simple en un acte de dévouement. Rosalie, qui au début l'observait avec la prudence de celle qui évalue une étrangère, lui confiait déjà des tâches qu'auparavant seule elle-même accomplissait. L'organisation du garde-manger, le choix des tissus pour les raccommodages, la préparation des repas du baron. C'était comme si la gouvernante, sans jamais le dire en mots, passait un relais invisible à des mains plus jeunes et tout aussi capables. Mais c'est avec Mariette que les journées de Joséphine prenaient tout leur sens. La fillette s'était épanouie d'une manière qui surprenait tout le domaine. Elle ne se cachait plus derrière les portes, ne serrait plus sa poupée de chiffon avec ce désespoir silencieux de celle qui a peur de perdre la seule chose qu'elle possède. Maintenant, elle courait dans le verger, grimpait aux arbres bas, posait des questions sur tout, sur les nuages, sur les oiseaux, sur les étoiles qui apparaissaient dans le ciel quand le soleil se couchait derrière les collines. Et Joséphine répondait à chaque question avec la patience infinie de celle qui comprend qu'un enfant affamé d'attention doit être nourri peu à peu avec constance pour qu'il apprenne à croire que la nourriture ne manquera pas. Par une matinée froide, alors que Joséphine peignait les cheveux de Mariette sur la véranda arrière, la fillette posa une question qui arrêta le cœur de la jeune femme au milieu d'un battement. « Joséphine, tu es ma maman maintenant ?» Le peigne resta suspendu en l'air. Joséphine sentit ses yeux piquer, mais elle ravala son émotion et continua de peigner lentement, comme si chaque mouvement du peigne pouvait tisser une réponse que les mots ne parvenaient pas à donner. « Je suis ton amie Mariette, » répondit-elle enfin d'une voix douce, « et je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. »« Mais les amis s'en vont, » dit la fillette avec une sagesse triste qui ne devrait pas appartenir à quelqu'un de si petit. « Maman est partie. Tante Laetitia dit que tout le monde s'en va. » Joséphine arrêta de peigner. Elle se retourna, s'agenouilla devant Mariette et prit son visage entre ses mains avec une tendresse qui venait du fond de son âme. « Je ne partirai pas, dit-elle, en regardant la fillette dans les yeux, avec une fermeté qui n'admettait aucun doute. Tant que tu voudras que je resterai. » Mariette ne répondit pas avec des mots. Elle se jeta simplement dans les bras de Joséphine et la serra avec toute la force que son petit corps lui permettait. Et là, sur la véranda du domaine de Roche-Haute, avec le vent froid soufflant entre les branches nues du verger, deux âmes blessées trouvèrent l'une en l'autre ce que le monde leur avait enlevé. Ce que Joséphine ne savait pas, c'est que le baron Léonce avait assisté à toute la scène. Il se tenait dans le couloir qui donnait sur la véranda, appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés et le visage tourné vers le sol. Il ne dit rien, ne bougea pas, mais quand il s'éloigna en silence, ses pas étaient de plus lents que d'habitude,
comme s'il portait un poids qui venait de s'alourdir, ou peut-être un poids qui venait de devenir plus difficile à ignorer. Ce fut cette même semaine que le baron fit quelque chose qui surprit tout le domaine. Un après-midi où Joséphine nettoyait la bibliothèque, une grande pièce tapissée d'étagères en bois sombre, allant du sol au plafond, remplie de livres poussiéreux que personne ne touchait depuis longtemps, il entra sans frapper et s'arrêta au milieu de la pièce, regardant autour de lui comme s'il voyait cet endroit pour la première fois. « Savez-vous lire » demanda-t-il sans préambule. Joséphine, qui était à genoux en train de nettoyer la base d'une étagère, se leva vivement, ajustant son tablier avec des mains nerveuses. « Oui, monsieur, mon père me l'a appris quand j'étais petite. » Le baron hocha la tête, comme si cette information confirmait quelque chose qu'il soupçonnait déjà. « Mariette doit apprendre. Il n'y a pas d'école à proximité et les précepteurs que j'ai engagés ne restent jamais plus de quelques semaines. » La petite les effraie tous avec son silence. Il fit une pause, comme si les mots suivants lui coûtaient plus que ce qu'il avait l'habitude de payer. « Je veux que vous lui enseigniez. La lecture, l'écriture, ce que vous savez. Si vous avez besoin de livres, ils sont tous là. » Joséphine regarda les étagères autour d'elle. Des centaines de livres, certains avec des couvertures en cuir, d'autres avec des dos dorés, tous gardant des mondes entiers entre leurs pages. Elle ressentit une émotion à laquelle elle ne s'attendait pas. Le baron ne lui demandait pas seulement d'enseigner à sa fille, il lui confiait quelque chose qu'il considérait comme précieux. Il lui disait, sans utiliser ces mots, qu'il la voyait comme plus qu'une dette réglée. « Ce sera un honneur, monsieur », répondit Joséphine, et pour la première fois, elle sentit que sa voix ne tremblait pas. Les leçons commencèrent le lendemain dans la bibliothèque même. Avec Mariette assise sur une chaise trop grande pour elle et Joséphine à ses côtés, un livre de contes ouvert sur la table. La fillette apprenait vite, elle avait un esprit vif qui n'avait besoin que de quelqu'un d'assez patient pour le déverrouiller. En quelques jours, elle reconnaissait déjà les lettres. En quelques semaines, elle éplait des mots entiers. Et chaque petite réussite était célébrée par un sourire si large qu'il illuminait la pièce plus que n'importe quelle lampe à huile. Le baron commença à apparaître dans la bibliothèque pendant les leçons. Au début, il restait à la porte, observant de loin, comme s'il craignait que sa présence ne puisse gâcher quelque chose de délicat. Puis, il se mit à entrer et à s'asseoir dans le fauteuil près de la fenêtre, feignant de lire un journal tout en écoutant Mariette épeler ses premiers mots. Et il y avait des moments brefs, presque imperceptibles, où ses yeux quittaient les pages du journal et rencontrait ceux de Joséphine. Et dans cette rencontre silencieuse, il y avait quelque chose qui grandissait lentement, comme une plante qui naît entre les pierres, improbable, mais tenace. Un après-midi, alors que Mariette s'entraînait à l'écriture en copiant des vers d'un livre, le baron s'approcha de la table et regarda par-dessus l'épaule de sa fille. La fillette avait écrit d'une écriture tremblante mais lisible. « La plus belle étoile est celle qui naît après la tempête. »« Où as-tu appris cela ?» demanda le baron. Et il y avait dans sa voix une note d'émotion qu'il tenta sans succès de dissimuler. « C'est Joséphine qui me l'a appris, » répondit Mariette avec fierté. « Elle dit que les plus belles choses n'apparaissent qu'après les choses les plus difficiles. » Le baron regarda Joséphine, et dans ce regard long et profond comme un puits sans fond, il y avait une question qu'il ne savait pas comment poser et une réponse qu'elle ne savait pas comment donner. Mais la paix de ces jours était comptée. Par un matin où la brume était si épaisse qu'on distinguait à peine le portail du domaine, un messager arriva à cheval, porteur d'une lettre scellée à la cire rouge. Rosalie reçut le courrier et le porta au baron les mains tremblantes, car elle reconnut le blason imprimé sur le sceau. C'était le blason de la famille d'Isabelle, la famille de Madame Laetitia. Le baron lut la lettre en silence, debout dans son bureau, et à mesure que ses yeux parcouraient les lignes, son visage se transforma. Sa mâchoire se durcit, ses mains serrèrent le papier avec une telle force que les bords se froissèrent. Et quand il eut fini de lire, il resta immobile un long moment, comme une statue de pierre qui ressent la douleur. « Que dit la lettre, monsieur ?» demanda Rosalie, qui n'osa pas entrer dans le bureau, restant sur le seuil de la porte.
Le baron froissa la lettre et la jeta sur la table. Quand il parla, sa voix était un tonnerre contenu. Laetitia a déposé une requête auprès du juge du canton. Elle prétend que je n'ai pas les conditions pour élever Mariette seule. Elle veut la garde de la petite. Le monde sembla s'arrêter un instant. Rosalie porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés de stupeur et de peur. Joséphine, qui passait dans le couloir en portant une pile de draps propres, entendit les mots et sentit comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. « Elle ne peut pas faire ça », murmura Rosalie. « Monsieur est le père. »« Elle le peut et elle le fait », répondit le baron. « Elle prétend que le domaine n'est pas un environnement pour une fillette, que je vis reclus, que je ne socialise pas l'enfant, que je ne lui ai pas fourni d'éducation formelle, et maintenant... » Il désigna la lettre froissée. « Maintenant, elle dit que la présence d'une femme inconnue et sans référence morale dans ma maison est la preuve que j'ai pris des décisions inappropriées. » Joséphine sentit le sang se glacer dans ses veines. La femme inconnue et sans référence morale, c'était elle. Madame Laetitia utilisait sa présence comme une arme pour enlever Mariette à son père. « Je peux partir », dit Joséphine avant de pouvoir réfléchir à ce qu'elle disait. Les mots sortirent comme une réaction instinctive, née non du désir de partir, mais de la terreur d'être la cause de la séparation entre un père et sa fille. Le baron se tourna vers elle. C'était la première fois qu'il la regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit là, et encore moins à ce qu'elle dise cela. « Non », dit-il, et le mot sortit avec une fermeté que Joséphine n'attendait pas. « Vous n'irez nulle part. » Le silence qui suivit fut différent de tous les silences qu'ils avaient partagés. Ce n'était pas le silence gêné des premiers jours, ni le silence tendre des regards furtifs. C'était un silence de décision, de lignes tracées dans le sable, d'un homme qui comprend enfin que protéger ce qui compte exige plus que de se cacher derrière des murs épais. « Je vais au chef-lieu, » dit le baron en se tournant vers Rosalie. « Je vais parler au juge personnellement, préparer mes affaires pour le voyage. Je pars demain à l'aube. » Rosalie acquiesça et sortit précipitamment. Joséphine resta à la porte, ne sachant si elle devait rester ou partir. Ce fut le baron qui brisa l'hésitation. Joséphine. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Pas la jeune fille, pas elle, pas un vague signe de tête. Son nom. Et la façon dont les syllabes sonnèrent dans cette voix grave fit que quelque chose en elle se brisa et se reconstruisit en même temps. « Veillez sur elle pendant mon absence, dit-il. Ne laissez personne l'emmener d'ici. »« Personne. »« De ma vie, monsieur, répondit Joséphine, et tous deux savaient que ce n'était pas une figure de style. Le baron partit le lendemain matin, avant que le soleil ne perce la ligne des collines. Joséphine l'entendit monter à cheval dans la cour, vêtue de ses habits de voyage et avec une expression sur le visage qui mêlait détermination et peur. La peur d'un père qui sait qu'il peut perdre la chose la plus précieuse qu'il possède. Il jeta un dernier regard vers la fenêtre de la chambre de Mariette, où la fillette dormait sans savoir que son père partait, puis il éperonna son cheval et disparut sur le chemin de terre, avalé par la brume. Les jours sans le baron furent les plus longs que Joséphine ait vécu au domaine. La maison semblait plus grande sans lui, les couloirs plus sombres, les silences plus lourds. Mariette demandait après son père tous les matins et Joséphine inventait des réponses qui calmaient sans mentir. Il est parti régler quelque chose d'important. Il sera bientôt de retour, je te le promets. Ce fut le 3e jour de l'absence du baron que l'inattendu se produisit. Joséphine était dans la cuisine avec Mariette, lui apprenant à faire des biscuits à la fécule, quand Rosalie entra en courant, le visage livide et les mains tremblantes. « Il y a quelqu'un au portail », dit la gouvernante, et sa voix était si altérée que Mariette arrêta de remuer la pâte et la regarda avec des yeux écarquillés. « Qui est-ce » demanda Joséphine. Rosalie déglutit avant de répondre. « Madame Emerance. » Le nom frappa Joséphine comme un seau d'eau glacée. Toute la chaleur de la cuisine, tout le confort qu'elle avait construit au fil des semaines, toute la sécurité fragile qu'elle avait tissée autour d'elle et de Mariette, tout vacilla à la simple mention de ce nom. Joséphine s'essuya les mains sur son tablier, arrangea ses cheveux, prit une profonde inspiration et dit à Rosalie « Ne la laissez pas entrer.
Je vais au portail. » Elle traversa le couloir d'un pas ferme, bien qu'à l'intérieur, elle sentit chaque os de son corps trembler. Elle ouvrit la porte du manoir et descendit les marches de pierre, traversant le jardin jusqu'au portail en fer où, de l'autre côté des barreaux, Madame Emrance attendait avec son sourire acéré et ses yeux qui calculaient tout comme un marchand, évaluant la qualité d'une pièce de tissu. La belle-mère n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme maigre à la moustache fine et aux vêtements qui tentaient de paraître élégants sans y parvenir. Un type que Joséphine n'avait jamais vu, mais qui exhalait l'odeur inimitable de ceux qui vivent de faveur et de manigance. « Joséphine !» dit Emrance, prononçant le nom de sa belle-fille avec le même ton qu'elle utiliserait pour appeler un animal de compagnie qui se serait enfui. « Quel plaisir de te voir si bien installé. On dirait que la vie de parasite te va comme un gant. » Joséphine ne répondit pas à la provocation. Elle garda les mains fermes sur les barreaux du portail et regarda sa belle-mère avec une sérénité qui les surprit toutes les deux. « Que voulez-vous ici, Madame Emrance ?» La belle-mère abandonna son sourire. « J'ai appris que le baron a voyagé. Quelle coïncidence !» Elle regarda l'homme à ses côtés, qui sortit de la poche de son veston une enveloppe jaunie. « Voici Monsieur Ambroise, notaire de Villefleury. Il apporte avec lui des documents qui prouvent que la transaction par laquelle tu m'as été livré, je veux dire, par laquelle tu as été amené à ce domaine, était irrégulière. Illégale, en fait. » Joséphine sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais ne bougea pas un muscle de son visage. « Je suis ici pour te ramener, » continua Emrance. Et maintenant, son sourire disparut, révélant son vrai visage, dur, calculateur, implacable. « Tu as encore une dette envers moi, Joséphine. Tu pensais t'en tirer si facilement ?» Derrière Joséphine, dans le couloir du manoir, Mariette apparut à la porte attirée par les voix. Quand elle vit la femme de l'autre côté du portail, elle ne dit rien. Elle courut simplement et s'agrippa à la jupe de Joséphine à deux mains, enfouissant son visage dans le tissu, comme si elle savait d'instinct que cette présence apportait le danger. Joséphine sentit les petites mains de Mariette s'agripper au tissu de sa jupe, et quelque chose en elle se transforma. Ce ne fut ni de la colère, ni de la peur, mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus puissant. Le même instinct qui pousse un arbre à enfoncer ses racines plus profondément quand le vent tente de le renverser. « Vous n'entrerez pas dans cette maison, » dit Joséphine, et sa voix sortit aussi ferme que la pierre des colonnes qui flanquèrent le portail. « Et je n'irai nulle part. » Madame Emrance cligna des yeux, surprise. Elle n'était pas habituée à entendre de la résistance de la part de cette jeune fille qui avait toujours baissé la tête, toujours ravalé ses larmes, toujours obéi en silence. « Allons, Joséphine, » dit la belle-mère, essayant de reprendre le contrôle. « Ne sois pas sotte, tu n'as rien, tu n'as pas de nom, pas de famille, pas le droit d'être ici. Quand le baron découvrira qui tu es vraiment, une fille sans valeur, fille d'un homme faible, il te jettera dehors comme je l'ai fait, comme les mots la blessèrent. » Joséphine mentirait si elle disait qu'il ne lui faisait pas mal, mais la douleur n'avait plus le même pouvoir qu'avant, car maintenant, agrippée à sa jupe, il y avait une fillette qui avait besoin qu'elle soit forte. Et pour Mariette, Joséphine serait forte jusqu'au bout. « Partez, » dit Joséphine, « et ne revenez pas. » Madame Emrance recula d'un pas comme si elle avait reçu une gifle invisible. Elle regarda Joséphine, puis Mariette, puis le manoir, calculant, toujours calculant. Puis elle se tourna vers le notaire Ambroise et dit entre ses dents « Allons-y. Nous reviendrons quand le baron sera là. Il saura tout. » La charrette partit dans un fracas de sabots et de poussière. Et Joséphine resta là, debout au portail, avec Mariette agrippée à sa jupe et le cœur battant comme un tambour de guerre. Ce n'est que lorsque le son de la charrette disparut complètement qu'elle permit à ses jambes de fléchir. Elle s'assit sur la marche de pierre, attira Mariette sur ses genoux et serra la fillette avec toute la force qu'elle avait. « Elle va revenir » murmura Mariette. « C'est possible, » répondit Joséphine, car elle ne savait pas mentir à cet enfant, mais je serai toujours là. Cette nuit-là, après que Mariette se fut endormie, Joséphine s'assit à la fenêtre de sa chambre et regarda la route sombre qui disparaissait entre les collines.
Quelque part, dans cette obscurité, le baron Léonce se battait pour garder sa fille. Et quelque part ailleurs, Madame Emrance planifiait son retour, désormais armée de documents et de notaires, de légalités que Joséphine ne comprenait pas. Deux tempêtes convergeaient vers le domaine de Roche-Haute, l'une venant du chef-lieu, portée par l'ambition de Madame Laetitia, l'autre venant du Clos des Chênes, portée par la méchanceté de Madame Emrance. Et au centre de ces deux tempêtes, tenant bon comme la seule chose qui empêchait le toit de s'effondrer, se trouvait une jeune femme sans nom, sans bien et sans pouvoir, mais avec quelque chose qu'aucune des deux autres femmes ne possédait. Du courage et un amour qui ne s'achète pas, ne se vend pas et ne s'arrache pas du cœur. Dehors, le vent hurlait entre les arbres du domaine de Roche-Haute, mais Joséphine n'avait plus peur des tempêtes. Elle avait seulement peur de ne pas être assez forte pour protéger ceux qu'elle aimait. Et cela, elle se le jura cette nuit-là, était une faiblesse qu'elle ne se permettrait pas d'avoir. Le baron Léonce revint au domaine de Roche-Haute par un après-midi où le ciel semblait fendu en deux. D'un côté, un bleu limpide qui promettait des jours meilleurs, de l'autre, des nuages sombres qui s'amoncelaient sur les collines comme une armée attendant des ordres. Joséphine l'aperçut par la fenêtre de la bibliothèque où elle apprenait à Mariette à écrire son propre nom et sentit son cœur s'emballer d'une manière qu'elle ne parvenait plus à dissimuler. Mariette le vit aussi, lâcha son crayon, sauta de sa chaise et courut à travers la maison en criant « Papa! Papa !» avec une joie si pure que les employés s'arrêtèrent pour sourire, certains pour la première fois depuis des semaines. La fillette dévala les marches de l'entrée et se jeta dans les bras de son père avant même qu'il ne descende de cheval. Le baron la serra fort contre sa poitrine et ferma les yeux un instant, comme quelqu'un qui tient quelque chose de précieux qu'il a failli perdre. Joséphine resta sur le seuil du manoir, observant la scène de loin. Elle ne s'approcha pas, ne voulant pas s'immiscer dans ce moment entre un père et sa fille. Mais quand le baron leva les yeux par-dessus la tête de Mariette et rencontra les siens, Joséphine comprit, sans qu'un seul mot ne soit prononcé, que quelque chose avait changé en lui pendant ce voyage. La dureté de son visage était toujours là, ses épaules portaient encore le poids du monde, mais il y avait dans ses yeux quelque chose de nouveau, une résolution, une clarté, comme celle de quelqu'un qui a enfin pris une décision qu'il repoussait depuis longtemps. Ce soir-là, après que Mariette se fut endormie, le baron appela Joséphine dans son bureau. Rosalie était également présente, assise dans un coin, les mains croisées sur ses genoux, avec l'expression de celle qui sait que ce qu'elle va entendre changera le cours de tout. « Le juge du canton a écouté mes arguments », commença le baron, debout près de la cheminée éteinte, les mains posées sur le rebord de pierre. J'ai présenté des preuves que Mariette est bien soignée, qu'elle reçoit une éducation, grâce à vous, Joséphine, et que le domaine est un foyer stable. Le juge a penché en ma faveur. « Penché ?» demanda Rosalie, saisissant l'hésitation dans sa voix. « Laetitia a des alliés puissants, » continua le baron. « Sa famille a de l'influence au chef-lieu. Le juge m'a donné un délai pour présenter davantage de preuves que Mariette vit dans des conditions adéquates. Il enverra un représentant au domaine d'ici quelques semaines pour évaluer la situation personnellement. » Joséphine sentit un soulagement partiel, mêlé à l'anxiété de ce qui était encore à venir. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le baron se tourna vers elle avec une expression qui lui fit retenir son souffle. « Il y a autre chose, » dit-il. « Pendant mon voyage, je suis passé par Villefleurie et j'y ai entendu quelque chose sur Madame Emrance que vous devez savoir. » Le nom de sa belle-mère dans l'air fit se contracter l'estomac de Joséphine. Elle entrelaça ses doigts sur ses genoux, essayant de garder son sang-froid, et attendit. Le notaire qu'elle a amené ici, Ambroise, est connu dans la région comme un faussaire. Il travaille pour le plus offrant. Il a déjà été dénoncé 2 fois, mais s'en est toujours sorti faute de preuves. Le baron fit une pause, et quand il reprit, sa voix portait une gravité qui emplit le bureau comme de la fumée. Mais ce n'est pas ça qui a attiré mon attention. C'est autre chose, quelque chose que j'ai découvert sur la mort de votre père. Le monde s'arrêta.
Joséphine eut l'impression que quelqu'un avait arraché le sol sous ses pieds et qu'elle tombait dans un abîme sans fond. La mort de son père, Thomas, la fièvre venue de nulle part, qui avait emporté l'homme le plus fort qu'elle connaissait en quelques jours. La fièvre que personne n'avait expliquée, que personne n'avait remise en question, que tout le monde avait acceptée comme la volonté de Dieu. « Qu'avez-vous découvert ?» demanda Joséphine, et sa voix sortit comme un fil, fin, fragile, sur le point de se rompre. Le baron la regarda avec une compassion qu'elle n'avait jamais vue sur son visage. C'était le regard de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de causer de la douleur, mais qui comprend que la vérité, aussi cruelle soit-elle, est moins destructrice que le mensonge. J'ai parlé à un apothicaire de Villefleurie, un homme nommé Séraphin, qui m'a dit que Madame Emrance lui avait acheté, quelques semaines avant la mort de Thomas, une quantité inhabituelle d'une certaine préparation à base de plantes, une préparation qui, à petite dose, sert de remède pour les douleurs articulaires, mais à plus forte dose. Il ne termina pas sa phrase. Il n'en eut pas besoin. Le silence qui suivit fut le plus brutal que Joséphine ait jamais connu. Ce n'était pas le silence du domaine la nuit, ni le silence des couloirs vides, ni le silence des regards échangés entre elle et le baron. C'était le silence d'une vérité qui change tout, qui prend l'histoire que vous connaissiez, la déchire en morceaux et la réécrit avec de l'encre de sang. Emrance n'avait pas seulement volé le domaine, elle n'avait pas seulement humilié Joséphine, elle ne l'avait pas seulement livrée comme une marchandise. Emrance avait enlevé à Joséphine la seule personne qui l'aimait inconditionnellement. Elle avait enlevé Thomas, et elle l'avait fait avec froideur, avec calcul, avec la même naturalité avec laquelle elle arrachait les mauvaises herbes du jardin. Joséphine ne cria pas, ne pleura pas, ne se leva pas, ne cassa rien. Elle resta assise sur la chaise du bureau immobile, les mains sur ses genoux et les yeux fixés sur un point quelconque du mur, comme si toute la douleur du monde s'était concentrée en un seul point à l'intérieur de sa poitrine et brûlait lentement, sans hâte, parce qu'elle savait qu'elle avait tout le temps du monde pour la détruire. Rosalie se leva et s'approcha d'elle, s'agenouillant à ses côtés et lui prenant les mains. La gouvernante ne dit rien, elle se contenta de les tenir. Parfois, tenir suffit. « Je sais que c'est beaucoup, » dit le baron, et pour la première fois sa voix se brisa, se fissura au milieu d'un mot, comme un mur qui ne supporte plus son poids. « Et je sais que je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je peux garantir que cette femme ne s'en sortira pas impunément. L'apothicaire Séraphin a accepté de témoigner devant le juge. Et les documents que le notaire Ambroise a apportés ici sont des faux. J'ai de quoi le prouver. » Joséphine leva les yeux vers le baron. Ils étaient rouges, mais secs, et il y avait en eux quelque chose qu'il reconnut, car il le portait aussi en lui. La douleur transformée en force, la tristesse convertie en détermination. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» demanda-t-elle. Et il n'y avait aucune provocation dans sa question, seulement le besoin brut de comprendre. Le baron la regarda un long moment, ouvrit la bouche pour répondre, la referma, l'ouvrit de nouveau. C'était un homme habitué à donner des ordres, à prendre des décisions, à contrôler chaque aspect de sa vie et de son domaine. Mais là, face à cette simple question posée par une jeune femme qui n'avait rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et un courage qui faisait honte à des hommes 10 fois plus puissants, il se retrouva sans mots. Ce fut Rosalie qui rompit l'impasse, avec la sagesse de celle qui a vu passer de nombreuses saisons dans cette maison. « Parce que monsieur le baron est un homme bon, Joséphine, et les hommes bons ne peuvent pas rester les bras croisés face à une injustice. » Le baron détourna le regard vers la fenêtre, et Joséphine fut certaine de voir ses yeux briller d'une humidité qu'il n'admettrait jamais. Il se racla la gorge, redressa les épaules, et dit d'une voix recomposée, « Demain, j'enverrai une lettre au juge avec les informations sur l'apothicaire et le notaire. Si tout se passe comme je l'espère, Madame Emrance aura bien plus de soucis à se faire que vous ou ce domaine. » Joséphine acquiesça. Elle ne put rien dire de plus, ce soir-là. Elle se leva, remercia d'un signe de tête qui en disait plus que n'importe quel discours, et quitta le bureau pour se diriger vers sa chambre. Mais elle ne dormit pas. Elle resta allongée dans son lit étroit,
regardant le plafond sombre, et pour la première fois depuis son arrivée dans ce domaine, elle s'autorisa à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes de deuil. Le véritable deuil qu'elle n'avait pas pu vivre quand elle avait perdu son père. Parce qu'Emerance ne lui avait pas laissé l'espace pour ressentir, parce que la survie avait exigé chaque goutte de son énergie, parce que pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait pas s'offrir. Maintenant, elle le pouvait. Maintenant, dans cette maison qui n'était pas la sienne, mais qu'elle sentait déjà comme son foyer, protégée par un homme que le monde disait cruel, mais qui montrait plus de bonté que tous ceux qu'elle avait connus, Joséphine s'autorisa à s'effondrer, et les pleurs vinrent comme un barrage qui cède, fort, dévastateur, impossibles à contenir. Elle pleura pour son père, pour son enfance volée, pour chaque humiliation, chaque nuit dans le débarras, chaque repas refusé, chaque mot qui avait coupé plus profondément que n'importe quelle lame. Et quand les larmes se tarirent enfin, quand son corps épuisé demanda une trêve, Joséphine sentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la légèreté, comme si elle avait porté en elle une rivière entière de douleur et que cette rivière avait enfin trouvé son chemin vers la mer. Les jours qui suivirent apportèrent un changement subtil mais profond dans la dynamique du domaine. Le baron ne se cachait plus dans son bureau comme avant. Il commença à prendre ses repas avec Mariette et Joséphine, assis au bout de la grande table de la salle à manger, qui restait auparavant vide comme un trône abandonné. Au début, les repas étaient silencieux. Le bruit des couverts, le crépitement du bois, le vent dehors. Mais peu à peu, Mariette commença à combler les silences avec ses questions infinies. Et le baron, à la surprise de tous, commença à répondre. Il parla des chevaux du domaine, de l'histoire de ces terres, de la façon dont son grand-père avait construit le manoir de ses propres mains. Il parla des saisons, des récoltes, de la rivière qui passait à la limite de la propriété et qui, en été, devenait si cristalline qu'on pouvait voir les pierres au fond. Et il parla une seule fois, la voix étranglée d'Isabelle, de son amour pour les roses, de la façon dont son rire emplissait les couloirs, de la façon dont la maison entière était morte avec elle. Joséphine écoutait tout en silence, et dans chaque mot du baron, elle reconnaissait des morceaux de sa propre douleur. Tous deux avaient perdu quelqu'un qu'ils aimaient. Tous deux avaient été laissés seuls dans un monde qui ne se souciait pas de la solitude des autres. Et tous deux, sans s'en rendre compte, trouvaient l'un en l'autre le courage de recommencer à vivre. Par un après-midi d'hiver, alors que Mariette faisait la sieste, Joséphine était dans le jardin, s'occupant des parterres de roses qui avaient appartenu à Isabelle. Ils étaient abandonnés depuis des années, envahis par les mauvaises herbes, mais Joséphine avait décidé de les ressusciter. Elle arrachait les herbes avec patience, taillait les branches sèches, retournait la terre à main nue, comme si chaque geste était une prière silencieuse. Le baron apparut sans qu'elle entende ses pas. Quand elle perçut sa présence, il était déjà là, debout à côté du parterre, regardant les rosiers avec une expression qui mêlait douleur et gratitude. « Isabelle a planté ses roses quand nous nous sommes mariés, » dit-il d'une voix basse. Elle disait que tant que les roses fleuriraient, notre amour serait vivant. Il fit une pause. Quand elle est morte, je les ai laissés mourir aussi. Je n'ai pas eu le courage de m'en occuper. Chaque pétale me rappelait ce que j'avais perdu. Joséphine se leva, essuyant la terre de ses mains sur son tablier. Peut-être ne s'agit-il pas de ce que monsieur a perdu, dit-elle, choisissant chaque mot avec le soin de celle qui traverse une rivière sur des pierres glissantes. Peut-être s'agit-il de ce qui a valu la peine d'être vécu. Les roses ne meurent pas parce que l'amour s'éteint. Elles meurent quand plus personne ne prend soin d'elles. Le baron la regarda, et dans ce regard, quelque chose qui était contenu depuis longtemps déborda. Ce ne fut pas un geste dramatique. Il n'y eut ni déclaration, ni promesse. Il tendit simplement la main et toucha les doigts de Joséphine. Un contact léger, bref, presque accidentel, comme le frôlement d'un pétale emporté par le vent. Mais dans ce contact, dans ces quelques secondes où leurs doigts se rencontrèrent, tous deux ressentirent la même chose. Que la solitude n'était pas une sentence, que le cœur brisé pouvait être reconstruit,
qu'aimer de nouveau n'était pas trahir celui qui était parti, mais honorer la vie qui continuait. Joséphine ne retira pas sa main, et le baron ne s'excusa pas pour son geste. Ils restèrent là en silence, dans le jardin de roses qui reprenait vie, tandis que le soleil d'hiver peignait le ciel de teintes d'or et de pourpre. Et à ce moment, simple et immense, comme seuls les moments vrais peuvent l'être, tous deux sûrs qu'ils n'étaient plus seulement deux personnes partageant une maison, mais deux personnes partageant un avenir. Mais l'avenir devrait attendre, car le lendemain matin, quand Joséphine ouvrit la porte de la cuisine pour commencer la journée, elle trouva quelque chose qui lui glaça le sang. Cloué à la porte en bois avec un clou rouillé, il y avait un billet. L'écriture était hâtive, presque illisible, mais les mots étaient assez clairs pour couper comme un couteau. « Elle n'est pas celle que vous croyez. Interrogez le baron sur la nuit où Isabelle est morte. Demandez-lui ce qu'il cache. » Il n'y avait pas de signature, pas de nom, seulement ces mots empoisonnés, plantés là comme une graine de doute, destinés à détruire tout ce que Joséphine avait construit. Joséphine arracha le billet de la porte avec des mains tremblantes, regarda autour d'elle. La cour était vide, la brume du matin couvrait les champs comme un manteau. Quiconque avait laissé ce billet l'avait fait pendant la nuit, pendant que tout le monde dormait. Elle garda le papier dans la poche de son tablier et entra dans la cuisine, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. Qui avait écrit cela? Émorance? Laetitia? Quelqu'un de l'intérieur même du domaine? Et que signifiait cette phrase « La nuit où Isabelle est morte » Ce que le baron cachait. Joséphine regarda le couloir qui menait au bureau du baron. L'homme qui l'avait sauvé, qui l'avait protégé, qui avait touché sa main avec la tendresse de celui qui demande la permission d'exister à nouveau. Cet homme gardait un secret sur la mort de sa femme. Le doute était comme un poison lent, et Joséphine savait que quelqu'un l'avait planté là intentionnellement. Elle savait qu'elle devait faire confiance au baron, à tout ce qu'il avait montré, à chaque geste, à chaque regard. Mais le doute est une créature traîtresse. Il n'a pas besoin de preuves pour survivre. Une simple ombre suffit. Et maintenant, au domaine de Roche-Haute, il y avait une ombre de plus à affronter. Joséphine porta le billet anonyme dans la poche de son tablier pendant 2 jours entiers. 2 jours où chaque regard du baron devint un miroir brisé. D'un côté, la tendresse qu'elle connaissait déjà. De l'autre, l'ombre de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. 2 nuits où elle dormit mal, se retournant dans son lit étroit, écoutant le vent hurler entre les arbres du verger, comme s'il essayait de lui dire quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre. Ce fut Rosalie qui s'en aperçut. La gouvernante avait des yeux qui voyaient au-delà des murs, des yeux entraînés par des décennies de cohabitation avec les silences de cette maison. Un matin, alors qu'elle préparait le café, Rosalie s'arrêta devant Joséphine, s'essuya les mains sur son tablier et dit, avec cette franchise que seuls les ans permettent, « Qu'est-ce que tu portes sur le cœur, ma petite? Parce que quoi que ce soit, ça pèse plus lourd que tu ne peux le supporter. » Joséphine hésita, regarda la porte de la cuisine, s'assura qu'elles étaient seules, puis sortit le billet froissé de sa poche et le tendit à Rosalie. La gouvernante lut les mots en silence et, à mesure que ses yeux parcouraient l'écriture hâtive, son visage subit une transformation, la surprise, puis la compréhension, et enfin quelque chose qui ressemblait à une colère contenue. « Je connais cette écriture, » dit Rosalie, et sa voix était ferme comme la pierre. « C'est celle de Carmel. »« Adam Carmel ?» Joséphine écarquilla les yeux, la jeune femme de la buanderie qui fredonnait des chansons tristes en tordant les draps. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que Madame Laetitia paie bien, répondit Rosalie avec amertume. Carmel a de la famille à Blanche-Colline, des gens qui doivent des faveurs à la famille d'Isabelle. Laetitia a dû lui promettre quelque chose en échange d'informations ou de poison semé au bon endroit. La colère monta dans la poitrine de Joséphine comme une vague chaude, mais elle la contint. Ce n'était pas l'heure de la colère, c'était l'heure de la vérité. « Est-ce que dit le billet ?» demanda Joséphine en regardant Rosalie dans les yeux. « Sur la nuit où Isabelle est morte, qu'est-ce que le baron cache ?» Rosalie posa le billet sur la table
et s'assit lourdement sur une chaise, comme si le poids de cette histoire était trop lourd à supporter debout. Le baron ne cache rien de terrible, Joséphine. Ce qu'il cache, c'est la culpabilité. La gouvernante prit une profonde inspiration. La nuit où Isabelle a empiré pour la dernière fois, le baron n'était pas au domaine. Il était parti au chef-lieu régler un litige foncier, un voyage qui aurait pu attendre, mais qu'il a jugé urgent. Quand il est revenu, Isabelle était déjà dans ses derniers moments. Il est arrivé à temps pour la tenir dans ses bras, mais pas à temps pour appeler le médecin qui aurait peut-être pu la sauver. Joséphine sentit son cœur se serrer, non de doute, mais de compassion. Depuis cette nuit, continua Rosalie, le baron se sent coupable. Il croit que s'il était resté, s'il avait fait venir le médecin plus tôt, Isabelle aurait survécu. Personne ne sait si c'est vrai. La fièvre était forte. Le médecin n'aurait peut-être rien pu faire. Mais la culpabilité ne se soucie pas de la logique. La culpabilité a sa propre vérité, et sa vérité à elle, c'est que Léonce a choisi la terre plutôt que sa femme, et il ne se l'est jamais pardonné. Le silence qui suivit fut différent du silence de peur que Joséphine avait ressenti ces 2 derniers jours. C'était un silence de compréhension. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. L'isolement du baron, sa dureté, sa difficulté à montrer de l'amour, sa peur de s'attacher, tout prenait sens. Maintenant, il n'était plus un homme cruel cachant des crimes, mais un homme bon cachant une blessure qu'il ne savait pas comment guérir. « Merci, Rosalie, » dit Joséphine, « de m'avoir dit la vérité. »« La vérité est le minimum que cette maison te doit, ma fille, » répondit la gouvernante. « Maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire ?» Joséphine prit le billet sur la table, le plia soigneusement et le remit dans sa poche. Mais cette fois, le papier ne pesait plus, car la vérité, quand elle est comprise, cesse d'être un fardeau et devient une carte. « Je vais parler au baron, dit-elle, et je vais parler à Carmel. » La conversation avec Carmel fut brève et dévastatrice. Joséphine la trouva à la buanderie, de dos, fredonnant une de ses chansons tristes. Quand elle se retourna et vit Joséphine avec le billet à la main, la couleur quitta son visage comme de l'eau s'écoulant d'une passoire. Elle ne nia pas, elle ne le pouvait pas. L'écriture était la sienne et Rosalie l'avait reconnue. Carmel avoua entre 2 sanglots que madame Laetitia l'avait contacté des semaines auparavant, lui offrant de l'argent pour espionner le domaine et semer le doute entre Joséphine et le baron. L'objectif était, bien sûr, de les séparer, d'affaiblir la défense du baron et de faciliter la demande de garde de Mariette. Elle a dit que si je n'aidais pas ma famille, perdrait sa maison, sanglota Carmel. Je ne voulais faire de mal à personne, mais ma mère est vieille et mes sœurs dépendent de cette maison. Joséphine regarda Carmel et vit en elle quelque chose qu'elle reconnut. Le désespoir de celle qui n'a pas le choix, la honte de celle qui sait qu'elle a mal agi, la fragilité de celle qui a été utilisée comme un pion dans le jeu de gens puissants. Et malgré la trahison, malgré la douleur que ce billet avait causée, Joséphine ne ressentit pas de haine, mais de la pitié. Car Carmel n'était qu'une victime de plus des mêmes forces qui avaient tenté de la détruire. « Quittez le domaine, Carmel, » dit Joséphine, avec fermeté mais sans cruauté. « Et si madame Laetitia vous contacte à nouveau, dites-lui que vous n'avez plus rien à lui offrir. » Carmel partit le même après-midi, emportant ses affaires dans un baluchon et les larmes sur son visage. Et Joséphine la regarda s'éloigner par la fenêtre de la cuisine, ressentant non pas le triomphe, mais la tristesse de celle qui comprend que le monde est plein de gens qui en blessent d'autres parce qu'ils ont été blessés les premiers. La conversation avec le baron eut lieu ce soir-là dans le bureau, avec la cheminée allumée pour la première fois depuis le début de l'hiver. Joséphine entra, ferma la porte derrière elle et posa le billet sur la table devant lui. Le baron le lut, et en le lisant, son visage se transforma d'une manière que Joséphine n'oublierait jamais. Ce ne fut pas de la colère, ou pas seulement de la colère, ce fut de la honte profonde de celui qui voit son plus grand secret exposé, sa plus grande faiblesse arrachée de la cachette où elle attendait et jetée à la lumière. « Qui a écrit ça ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Carmel, sur ordre de madame Laetitia. » Le baron ferma les yeux et appuya son front sur ses mains.
Le silence dura une éternité. Quand il parla enfin, sa voix était celle d'un homme qui renonce à porter un poids qui l'écrasait depuis des années. « Je n'étais pas là quand Isabelle est morte, dit-il, et chaque mot semblait arraché de sa poitrine avec force. J'aurais pu rester, j'aurais dû rester. Mais j'ai choisi de régler une affaire de terre qui aurait pu attendre une semaine, un mois, un an. Et quand je suis revenu, elle partait. Elle est morte dans mes bras, mais je suis arrivé trop tard pour la sauver. » Joséphine s'approcha lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. Elle s'assit sur la chaise en face de lui et attendit qu'il lève les yeux. Quand il le fit, ils étaient rouges, brillants, pleins d'une douleur qu'il avait gardée en silence pendant des années, la nourrissant dans l'obscurité comme on cultive une plante vénéneuse. « Vous n'avez pas tué Isabelle ?» dit Joséphine, et sa voix était douce mais inébranlable. « Une fièvre l'a emportée. Vous avez fait ce que vous jugiez juste à ce moment-là, et vous êtes revenu à temps pour être avec elle à la fin. Isabelle est partie dans les bras de l'homme qu'elle aimait. Combien de personnes au monde ont cette chance ?» Le baron la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, comme si toutes les fois précédentes n'avaient été que des ébauches. Et maintenant, enfin, il la voyait en entier. Non pas comme la jeune fille livrée pour une dette, non pas comme la servante qui s'occupait de sa fille, non pas comme la jeune femme sans nom que le destin avait déposée à sa porte, mais comme Joséphine. Simplement Joséphine. La femme qui avait ramené la lumière dans cette maison. « Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue, » dit-il. Et il n'y avait aucune flatterie dans ses mots, seulement la constatation brute d'une vérité qu'il ne pouvait plus nier. « Je ne suis pas courageuse, » répondit Joséphine. « Je suis seulement quelqu'un qui a appris que la douleur ne peut pas être plus grande que la volonté de vivre. » Et alors, dans le silence de ce bureau illuminé par le feu de la cheminée, le baron Léonce fit quelque chose qu'il n'avait fait avec personne depuis la mort d'Isabelle. Il tendit ses deux mains sur la table et prit celle de Joséphine, non pas avec la délicatesse hésitante du contact dans le jardin, mais avec la fermeté de celui qui prend une décision irrévocable. « Restez, dit-il. » Et le mot portait tout ce qu'il ne savait pas dire, la gratitude, le respect, l'admiration et ce sentiment immense qui avait grandi entre eux, comme les roses dans le jardin, lentement, improbable, mais impossible à ignorer. « Je suis déjà là, » répondit Joséphine en souriant. Les semaines suivantes furent les plus intenses que le domaine de Roche-Haute ait vécu depuis des années. Le représentant, envoyé par le juge du canton, arriva par un matin ensoleillé. Un homme circonspect en costume sombre et avec une mallette en cuir, qui parcourut chaque pièce de la maison. Il s'entretint avec chaque employé, observa Mariette pendant ses leçons avec Joséphine, et nota tout dans un carnet à couverture rigide avec la méticulosité d'un horloger. Mariette, à la surprise de tous, ne se laissa pas intimider. Quand le représentant lui demanda si elle était heureuse dans cette maison, la fillette regarda Joséphine, puis son père, et dit avec la clarté cristalline que seuls les enfants possèdent. « Je suis heureuse, oui, monsieur, parce qu'ici, j'ai mon papa et j'ai Joséphine, et Joséphine m'a appris à lire. Vous voulez voir ?» Et sans attendre de réponse, elle courut à la bibliothèque, revint avec un livre, et lut à voix haute un passage entier sans bégayer, la posture droite et les yeux brillants de fierté. Le représentant nota quelque chose dans son carnet, et pour la première fois depuis son arrivée, esquissa un sourire. Mais le coup de grâce contre Madame Laetitia vint de là où elle s'y attendait le moins. Le baron présenta au représentant les documents prouvant la falsification du notaire Ambroise, les preuves de l'achat suspect de plantes par l'apothicaire Séraphin, et une lettre signée par le père Vincent, qui connaissait Joséphine depuis sa naissance et attestait de son caractère intègre et de son dévouement à la famille du domaine de Roche-Haute. Bon, Madame Laetitia ne cherche pas à obtenir la garde de Mariette par amour pour l'enfant, dit le baron au représentant, d'une voix ferme de celui qui comprend enfin que protéger les siens exige plus que le silence. Elle la cherche par ambition, pour l'héritage, pour le contrôle de terres qui ne lui ont jamais appartenu.
Et pour atteindre cet objectif, elle s'est alliée à une femme qui a possiblement ôté la vie à un homme innocent pour lui voler ses terres et livrer sa fille comme une marchandise. Le représentant partit, emportant avec lui un dossier qui allait changer le destin de nombreuses personnes. Et quelques semaines plus tard, une lettre officielle du canton arriva au domaine de Roche-Haute, scellée du timbre du juge. La demande de garde de Madame Laetitia avait été refusée. Le juge reconnaissait que Mariette vivait dans des conditions adéquates, recevait une éducation, était aimée et bien soignée. Plus que cela, le juge ordonna l'ouverture d'une enquête contre Madame Emrance, sur la base du témoignage de l'apothicaire Séraphin, et ordonna que le notaire Ambroise soit arrêté pour faux en écriture. Quand le baron lut la lettre à voix haute dans le bureau, en présence de Rosalie, de Joséphine et du vieux Thibault, le silence qui suivit ne fut ni de peur, ni de doute. Ce fut un silence de soulagement. Le soulagement immense, dévastateur, de celui qui traverse une tempête et voit enfin le soleil déchirer les nuages. Rosalie pleura. Thibault ôta son chapeau et fit le signe de croix, et Joséphine sentit ses jambes fléchir, non de fatigue, mais du poids d'une bataille qu'elle ne savait même pas qu'elle menait depuis qu'on lui avait lié les poignets et qu'on l'avait fait marcher pieds nus sur le chemin de terre. « C'est fini », murmura-t-elle, et le mot avait le goût de la liberté. Les nouvelles se répandirent à Blanche-Colline comme une traînée de poudre. Madame Emrance fut appelée à témoigner devant le juge et, face aux preuves présentées par l'apothicaire Séraphin, ne put soutenir ses mensonges. Le clos des chênes, qu'elle avait volé à Thomas par le biais de titres de propriété falsifiés, fut déclaré propriété légitime de Joséphine, unique héritière de Thomas. Emrance perdit tout. Les terres, la réputation et le pouvoir qu'elle avait bâtis sur des fondations de mensonges et de cruauté. Madame Laetitia, humiliée par la décision du juge et par la révélation de son alliance avec Emrance, se retira dans la capitale, d'où elle n'envoya plus jamais de lettres ni ne proféra de menaces. Son nom, qui résonnait autrefois dans les couloirs du domaine de Roche-Haute comme un présage de malheur, fut peu à peu oublié, recouvert par la poussière du temps, comme les vieux chemins que plus personne n'emprunte. Et Joséphine, la jeune fille qui avait été livrée comme une marchandise, ligotée avec une corde à bétail, dépouillée de sa dignité et de son espoir, était désormais propriétaire de terre, reconnue par la justice et respectée par tout Blanche-Colline. Mais rien de tout cela n'importait autant que ce qui se passa par un après-midi de printemps, lorsque les roses du jardin d'Isabelle fleurirent enfin. C'étaient des roses d'un rouge profond, vif, presque irréel, comme si elles avaient gardé toute la couleur des années où elles étaient restées endormies pour exploser d'un seul coup en cette saison. Joséphine était dans le jardin, agenouillée devant les parterres, de la terre sur les doigts et des larmes dans les yeux, quand elle sentit une présence à ses côtés. Mariette était là, tenant la main de son père. Le baron regarda les roses, puis Joséphine, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il sourit. Pas un sourire contenu, pas une ébauche réticente. Un vrai sourire, large, qui illumina son visage comme le soleil illumine un champ après une longue nuit de pluie. Isabelle serait heureuse, dit-il d'une voix douce. Elle disait toujours que les roses ne fleurissent que lorsque la maison a assez d'amour pour les nourrir. Joséphine se leva, essuya ses larmes du revers de la main et regarda l'homme que le monde entier qualifiait de redouté, de sombre, de cruel, et qu'elle connaissait comme le plus gentil, le plus blessé, le plus courageux des hommes. « Alors cette maison a de l'amour à revendre, » dit-elle. Le baron lâcha la main de Mariette, fit un pas en avant et prit le visage de Joséphine entre ses mains. Les mêmes mains qui avaient un jour ordonné de délier ses poignets, les mêmes mains qui avaient touché ses doigts dans le jardin, les mêmes mains qui avaient tenu sa fille comme si elle était la chose la plus précieuse de l'univers. « Joséphine », dit-il, et son nom dans sa voix sonnait comme une prière. « Je ne sais pas faire de belles phrases, je ne sais pas faire de promesses enjolivées, mais je sais que depuis que tu as franchi ce portail, cette maison a recommencé à respirer. Mariette a recommencé à sourire, et moi,
J'ai recommencé à croire que la vie pouvait être plus que porter la culpabilité et la solitude. Mariette tira la jupe de Joséphine et leva les yeux vers elle, avec ses yeux immenses qui ne portaient plus la peur, mais brillaient d'espoir. « Dis oui, Joséphine, » demanda la fillette. « Dis que tu restes pour toujours. » Joséphine regarda Mariette, regarda le baron, regarda les roses qui fleurissaient autour d'eux comme des témoins silencieux, que même les choses qui semblent mortes peuvent renaître quand quelqu'un a le courage de s'en occuper. « J'ai déjà dit oui, » répondit-elle d'une voix étranglée. « Le jour où j'ai choisi de ne pas partir, le jour où j'ai promis de m'occuper de Mariette, le jour où j'ai regardé dans tes yeux et vu que l'homme que tout le monde craignait était l'homme le plus bon que j'ai jamais connu. J'ai déjà dit oui 1000 fois, Léonce. J'attendais seulement que vous l'entendiez. » Le baron sourit de nouveau, et cette fois, le sourire fut accompagné de larmes qui coulèrent sur son visage, sans qu'il tente de les cacher. Il attira Joséphine à lui, l'enveloppant dans une étreinte qui contenait tout ce que les mots ne pouvaient porter. La gratitude, le respect, l'admiration, et un amour qui avait grandi dans le silence, dans la douleur, dans la résistance, et qui maintenant s'épanouissait à la lumière du soleil, comme les roses d'Isabelle. Mariette se glissa entre eux, enlaçant leurs jambes, riant et pleurant en même temps, comme seuls les enfants savent le faire quand le bonheur est trop grand pour tenir dans un seul sentiment. Le mariage eut lieu dans la petite chapelle de Blanche-Colline, par un matin de printemps, où le ciel était si bleu qu'il semblait avoir été peint à la main. Le père Vincent célébra la cérémonie d'une voix étranglée, car il connaissait l'histoire de Joséphine depuis le début, depuis les jours où Thomas l'amenait par la main à la messe du dimanche, depuis l'enterrement solitaire par un après-midi gris, depuis le matin où il l'avait vue être emmenée, ligotée, sur le chemin de terre. Rosalie pleura du début à la fin, s'essuyant les yeux avec le tablier qu'elle refusait d'enlever même un jour de fête. Le vieux Thibault se tenait à la porte de la chapelle, son chapeau à la main et un sourire que personne ne lui avait jamais vu. Étienne, le régisseur, portait un costume neuf et une cravate de travers, essayant de paraître impassible, mais échouant lamentablement. Et Mariette, vêtue de la plus belle robe que Rosalie ait pu coudre, marcha devant Joséphine dans l'allée de la chapelle, jetant des pétales de rose sur le sol, des pétales rouges, cueillis le matin même dans le jardin que Joséphine avait ressuscité de ses propres mains. Quand Joséphine entra dans la chapelle, tout le monde se retourna pour la regarder. Mais elle n'avait d'yeux que pour deux visages, celui de Mariette, qui l'attendait près de l'autel avec le sourire le plus pur du monde, et celui de Léonce, qui l'attendait avec les yeux brillants d'une émotion qu'il n'avait enfin plus besoin de cacher. Les gens de Blanche-Colline chuchotèrent, comme ils le faisaient toujours, comme ils le feraient toujours, mais cette fois, les chuchotements étaient différents. Ce n'était ni du mépris, ni du jugement, mais de l'admiration, de l'étonnement, l'incrédulité de ceux qui avaient vu une jeune fille sans rien devenir la dame du plus grand domaine de la région, non par ruse ou manipulation, mais par courage, bonté et un amour qui avait refusé de mourir. Quelques mois après le mariage, par une nuit tranquille où le vent soufflait doucement entre les arbres du verger, Joséphine s'assit sur la véranda du manoir, avec Mariette endormie sur ses genoux. Le baron Léonce, simplement Léonce, maintenant, s'assit à côté d'elle, et ensemble, ils regardèrent les champs de Blanche-Colline baignés par la lumière de la lune. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Joséphine resta silencieuse un moment, caressant les cheveux de Mariette du bout des doigts. « Je pense à mon père, dit-elle, à la façon dont il disait que Dieu écrit droite avec des lignes courbes. À l'époque, je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. » Léonce lui prit la main, non avec hésitation, non avec peur, mais avec la naturalité de celui qui n'a plus besoin de demander la permission d'aimer. « Thomas serait fier de toi, dit-il. »« Je sais, » répondit Joséphine en souriant. En bas, dans le jardin, les roses d'Isabelle se balançaient doucement dans la brise nocturne. Leurs pétales rouges brillaient sous la lune comme de petites flammes vives. Elles avaient fleuri comme jamais auparavant, plus fortes, plus vibrantes, plus belles que dans les années où Isabelle les avait plantées.
comme si elle comprenait que l'amour qui habitait désormais cette maison ne remplaçait pas celui qui l'avait précédé, mais l'honorait. Comme si elle savait que les cœurs qui fleurissent après la douleur sont ceux qui donnent les plus belles fleurs. Joséphine ferma les yeux et respira profondément, sentant le parfum des roses, la chaleur de la main de Léonce dans la sienne, le poids léger et doux de Mariette endormie sur ses genoux. Et à cet instant, elle sut avec une certitude absolue que cela avait valu la peine de survivre à tout, à la perte, à l'humiliation, aux cordes, au chemin de terre, à la peur. Car à la fin, toutes les lignes courbes l'avaient menée jusqu'ici, jusqu'à ce manoir, jusqu'à cet homme, jusqu'à cette fillette, jusqu'à l'endroit où son cœur avait enfin trouvé le chemin de la maison.